Alors, donc, bienvenue à tous dans ce webinaire aujourd'hui et je salue également les personnes qui nous regardent après sur la chaîne YouTube de Commun Français. Alors, pour me présenter très rapidement, donc, je suis professeur de français langue étrangère à la base, mais je suis aussi depuis 2016 auteur indépendant de livres pour l'enseignement et l'apprentissage du français. Et je suis donc notamment auteur du livre Production écrite d'Alf C1, d'où le contenu aujourd'hui, cette présentation de l'épreuve de l'essai argumenté, donc, est extraite de ce livre. Vous pourrez, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez trouver la description du livre dans le lien que j'ai indiqué. Je rappelle que l'essai argumenté, c'est le deuxième exercice de l'épreuve de production écrite. Alors, l'essai argumenté porte sur le même sujet que la synthèse. Alors, dans essai argumenté, il faut comprendre, en fait, c'est un texte argumentatif qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une lettre formelle ou ça peut être un article ou une contribution dans un forum, mais c'est toujours dans un contexte formel. Alors, vous trouvez toujours la même consigne, la même structure dans la consigne. Vous avez d'abord, vous voyez ici en jaune, le contexte. Donc, il s'agit ici d'une situation qui est imaginée. Au DALF-C1, c'est toujours une simulation qu'on demande de faire. Et vous avez ensuite, là, en bleu, la tâche qu'on demande au candidat de réaliser. Et puis, dans la troisième partie de la consigne, vous voyez en orange, vous avez toujours du contenu qui est imposé, que le candidat doit absolument inclure dans sa production. Et le nombre de mots minimum qui est de 250. Autrement dit, on peut écrire plus, mais il est fortement déconseillé d'écrire moins que 250 mots. Donc, alors, pour bien comprendre un exercice, il faut bien voir aussi ses critères d'évaluation. Alors, les examinateurs utilisent cette grille qui comprend 5 principaux critères. Alors, la réalisation de la tâche, ça va être le contenu de l'essai. La cohérence et la cohésion, ça va être l'organisation des idées et la structuration du texte. L'adéquation socio-linguistique, ça va être en fait l'adaptation de la langue au registre formel. Et puis ensuite, vous avez des critères comme le lexique, c'est le vocabulaire, et la morphosyntaxe, c'est la grammaire de façon générale. Pour chacun de ces critères, l'examinateur va déterminer un niveau. Alors, en dessous du niveau ciblé, par exemple, dans ce cas, ce sera B2, ou ça peut être C1, C1+, etc. Alors, pour ce que je retiens dans cette grille d'évaluation, pour le moment, qui est important, c'est que vous voyez que les critères strictement linguistiques de grammaire et vocabulaire comptent pour 5 points seulement sur 12,5. Autrement dit, vous voyez que tout ce qui relève des compétences d'argumentation, de rédaction, sont très importantes ici dans le total de l'évaluation. Alors, pour déterminer le niveau pour chaque critère, les examinateurs doivent utiliser ce descriptif des performances. Par exemple, pour la cohérence, un candidat qui produit un texte clair, précis, fluide, bien structuré, avec les connecteurs, etc., il va obtenir le niveau C1+, donc le maximum des points sur ce critère. Bon, je prends simplement un exemple. Alors, cette grille, ou plutôt ces descripteurs de performance, sont assez difficiles à comprendre pour un candidat. C'est du vocabulaire un peu technique. C'est pourquoi j'ai fait une grille expliquée spécialement pour les candidats qui explique pour chaque critère les performances qui sont attendues.
hein. Par exemple, je respecte le type de texte imposé ou je développe et illustre des arguments clairs. Alors, on ne va pas lire toute cette grille maintenant, parce qu'en fait, ces points-là, je vais les illustrer concrètement au moment quand je vais traiter un sujet concret. Mais je vais quand même faire ressortir des points qui sont importants. C'est que, donc, d'abord, ce qu'on demande, c'est une réflexion qui est détaillée, donc avec des arguments, des idées secondaires, etc. Et aussi une réflexion qui est personnelle. Autrement dit, le candidat est autorisé à utiliser des exemples ou quelques idées qui sont dans les textes de la première partie, hein, de la synthèse. S'il trouve des idées intéressantes à intégrer, c'est très bien. Mais ce qui va être surtout valorisé, c'est de prendre des exemples qui sont tirés de l'expérience personnelle de son environnement, hein, de l'environnement du candidat. Deuxième point important, c'est au niveau C1, on évalue vraiment la structuration de l'argumentation, hein. Le texte, il doit être bien, euh, il doit être fluide, il doit être cohérent, on doit utiliser des transitions, des connecteurs, et puis faire attention à la mise en page. Et un autre point très important à partir du C1, beaucoup moins au niveau B2, mais au C1, on demande une argumentation efficace adapté au destinataire. Alors, adapté sur le plan du registre de langue, hein, qui doit être formel notamment, mais aussi, si vous voulez, adapté dans le sens où je dois essayer de trouver des idées ou des exemples qui vont être convaincants pour la personne à qui j'écris, donc pour mon destinataire. Voilà. Donc voilà pour la présentation de l'exercice. Je prendrai des points précis pour illustrer tout ça. Alors, quel est le niveau général attendu en C1, hein? Alors, au C1, ce qui est très important déjà, donc, c'est l'efficacité de l'argumentation et sur des sujets complexes, pas forcément très familiers pour le candidat. Alors, ce sont des sujets complexes qui sont des sujets d'actualité. Donc déjà, une stratégie importante de préparation à l'examen, ça va être de travailler sur ces thèmes d'actualité, sur la fréquentation des médias à l'écrit et à l'oral. Et l'argumentation, donc, dans des textes clairs et bien structurés, on l'a déjà vu. Au niveau linguistique, alors là, ça demande une certaine mise à niveau, hein, puisque au DALF C1, le candidat doit écrire avec peu d'erreurs au niveau grammatical et lexical. Et il doit également maîtriser les phrases complexes et varier, hein, les structures de phrases. Voilà. Alors, un petit rappel qui peut être utile, hein, cette mise à niveau linguistique, généralement entre le niveau B2 et le niveau C1, ça peut demander à peu près 200 heures d'apprentissage. Alors, voilà pour le niveau général en C1. Pour l'essai argumenté en particulier, voilà les objectifs de préparation que je recommande. Et tous ces objectifs sont abordés, hein, dans mon livre Production écrite d'Alf C1. Alors, il y a sur le plan de l'argumentation, des techniques d'argumentation, le candidat doit apprendre à trouver des idées et des exemples pertinents. Alors, trouver des idées et des exemples pertinents, ça s'apprend, hein. Ça s'apprend. J'ai notamment fait une vidéo sur ce sujet que vous pourrez retrouver, hein, dans les liens que je vous ai fournis. Construire un plan détaillé, ça va être très important. Savoir mettre en page un texte de façon efficace qui montre bien l'organisation des idées et qui facilite la lecture. Et puis, il y a également les... savoir introduire et conclure différents textes argumentatifs. Dans le développement, ce sera toujours un petit peu la même chose. Par contre, on n'introduit pas un article de presse comme on introduit une lettre formelle, hein. Dans le cas d'une lettre formelle, par exemple, il va y avoir
un apprentissage des formules standards de politesse qui va être indispensable. Donc voilà pour l'argumentation. Au niveau du contenu linguistique lui-même, alors outre en plus du vocabulaire sur les sujets d'actualité, on va avoir un certain nombre de choses qu'il faut travailler très important dans le registre formel. Alors, au niveau C1, c'est très intéressant d'apprendre des expressions familières, mais en revanche, elles sont complètement inutiles à l'examen, précisément à l'examen du DALF, puisque toutes les activités se trouvent dans un contexte formel, dans un registre formel. Alors, il faudra travailler les connecteurs, hein. Au niveau C1, on doit avoir des connecteurs assez riches et assez variés. Je vous ai mis ensuite ce que j'appellerais des fonctions qui sont très utiles pour l'argumentation, hein. Pour argumenter, il faut savoir expliquer des causes, des conséquences. Il faut savoir aussi formuler des jugements de valeur. Alors, qu'est-ce que j'appelle un jugement de valeur, hein? C'est, par exemple, hein, avec des adjectifs comme si je dis quelque chose est bon, quelque chose est intéressant, quelque chose est utile, etc. Ça, c'est faire un jugement de valeur. Alors, au niveau C1, il est intéressant de travailler sur l'enrichissement de ce vocabulaire dans le registre formel. Pour l'argumentation, j'ai besoin aussi d'exprimer des certitudes, des incertitudes, des oppositions, des concessions. Et puis, très souvent aussi, j'ai besoin de savoir exprimer de façon formelle une proposition de solution. Sur le plan grammatical, hein, l'essentiel au niveau C1, bon, il y a beaucoup de choses à voir. Là, il faut maîtriser les temps plus que parfaits, etc. Mais essentiellement, ce qu'on demande, c'est de bien rédiger des phrases complexes, hein. On ne peut pas écrire seulement avec des phrases simples, sujet, verbe, complément. Au niveau C1, on fait des phrases assez longues et avec plusieurs propositions, avec des relatives, etc. Donc là, très important. Et puis peut-être pour aller plus loin, pour les candidats qui ont déjà un bon niveau, je prendrai des exemples tout à l'heure, on peut aussi travailler sur l'emploi des anaphores grammaticales. Alors qu'est-ce que c'est une anaphore, hein? Alors, très basique, exemple, Paul vient de me téléphoner, il sera en retard. Il est l'anaphore de Paul. Autrement dit, une anaphore, la fonction de l'anaphore, c'est de reprendre un mot ou un groupe de mots précédents, mais sans le répéter, hein. On le reprend, mais sur une autre forme. Alors, les anaphores grammaticales, ça se travaille à tous les niveaux, hein. Le pronom personnel il, bon, ça c'est niveau A0, A1, hein. En revanche, au niveau C1, il y a des anaphores beaucoup plus élaborés qui vont être très utiles pour structurer un texte et pour enchaîner, hein, des idées de façon plus fluide. Alors, je prendrai des exemples, hein, tout à l'heure. Voilà, donc tous ces points sont travaillés, hein, dans le livre Production écrite d'Alcéen et je vais les illustrer donc avec un exemple complet. Alors donc, pour illustrer tous les points que nous venons de voir, hein, donc je vais faire ce que j'appellerais une démo, hein. C'est-à-dire que je vais réaliser devant vous un essai argumenté et en même temps que je le fais, hein, je vais expliquer pourquoi je fais telle ou telle chose et les points à ne pas oublier, hein, à chaque étape. Voilà. Alors pour que la méthode soit assez complète, assez claire, hein, je vais prendre à chaque fois des exemples, mais je ne vais bien sûr pas faire intégralement le sujet. Vous pourrez retrouver ce modèle complet sous forme écrite sur mon blog. Et là aussi, je mets le lien dans la description, hein. C'est le modèle donc d'essai argumenté au DALF C1. Voilà, donc je commence ma démo sur un sujet concret, mais avant ça, je rappelle l'importance de s'organiser, hein. Ça, c'est une question que j'ai très souvent de la part de mes apprenants, c'est comment gérer le temps. Alors, rappelons que l'essai argumenté, c'est le deuxième exercice, hein, sur une épreuve qui dure au total 2h30.
Alors, le candidat est libre d'organiser ses 2h30 comme il veut. Mais l'expérience montre qu'en général, hein, l'exercice de synthèse est plus long, hein. C'est pourquoi je recommande de consacrer environ 1h30 à la synthèse et 60 minutes pour l'essai argumenté. Un essai argumenté va se faire, hein, généralement en 3 étapes. Une étape de planification, où là, je recommande 20 à 25 minutes. Une étape de rédaction, 25-30 minutes. Et une étape à ne pas oublier, hein, c'est l'étape de révision. Ne pas oublier de garder un minimum de 5 minutes pour relire le texte et donc ne pas laisser d'erreurs qui pourraient être sanctionnées. Alors tout ça, ça va demander, hein, naturellement, ça va demander de l'entraînement. Donc là, il est recommandé aux candidats de s'entraîner à faire l'exercice dans les conditions de l'examen. Alors, l'étape de planification, elle est très importante, hein. J'ai besoin d'avoir toutes mes idées avant de passer à la rédaction. Comme ça, à la rédaction, je vais pouvoir me consacrer entièrement à bien écrire les phrases. Pardon. Alors, pour la planification, je vais d'abord analyser le sujet, ensuite, je cherche les idées et ensuite, je prépare un plan détaillé. Alors, on le répète toujours aux candidats, hein, il faut bien lire le sujet. Alors, mais qu'est-ce que c'est bien lire le sujet? Alors, je vous propose de travailler d'abord donc sur cette consigne, hein, qui est extraite de mon livre. Vous retrouvez la structure que j'ai exposée tout à l'heure avec le contexte, donc au nom d'une association qui lutte contre les discriminations en milieu professionnel. Ensuite, vous avez la tâche à réaliser. Donc, vous écrivez à la ministre du Travail pour dénoncer les discriminations linguistiques dont souffrent de nombreux salariés. Et enfin, vous avez le contenu imposé. Vous insistez sur leur gravité en vous appuyant sur des exemples précis et vous proposez des mesures concrètes. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le précédent webinaire consacré à l'exercice de synthèse, hein, qui portait sur ce thème des discriminations linguistiques. Alors, les discriminations, hein, c'est le fait de traiter une personne de façon inégale, hein, selon certains aspects. Par exemple, quand on donne un salaire inférieur à une femme qu'à un homme, c'est une forme de discrimination. Ici, on parle de discrimination linguistique, hein, c'est-à-dire des discriminations qui portent sur la manière de parler. Par exemple, sur un accent, hein, régional ou sur un accent de type plutôt social. Donc, c'est ça les discriminations linguistiques dont on va parler dans ce sujet. Alors, pour bien lire la consigne, hein, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois me poser des questions qui vont me permettre de bien identifier la situation de communication qui est imposée par la consigne. Donc déjà, je vais me demander qui suis-je, hein, qui écrit. Donc, ici, on dit que c'est au nom d'une association. Donc, je suis par exemple le président d'une association qui lutte contre les inégalités au travail. Alors là, c'est très important. Ça veut dire que je n'écris pas cette lettre dans un but individuel. Je ne vais pas parler de discrimination dont moi, personnellement, je suis victime, mais je vais prendre des exemples que j'ai pu rencontrer dans mon activité associative. Alors, j'écris à qui? Donc, à la ministre du Travail. On a vu l'importance de tenir compte, de s'adapter aux destinataires. Donc, ici, évidemment, hein, on est dans un registre très formel, hein. Le ministre du Travail, je ne vais pas envoyer un message sur Instagram. Donc, le type de texte, bien sûr, ça sera une lettre formelle. Alors, quel est le problème? C'est les discriminations linguistiques au travail, hein. Ici, on a une limitation, hein, je dois bien respecter ce contexte particulier. Et enfin, je vais me demander dans quel but je dois écrire.
Alors ici, il s'agit de dénoncer, hein, faire connaître les discriminations, insister sur leur gravité, hein, montrer que ce problème est grave, qu'il est important, et je dois proposer des mesures concrètes. Le but final, bien entendu, de ma lettre, ça va être d'inciter le destinataire à agir, hein, donc de le pousser à l'action. Bien. Une fois que j'ai bien lu le sujet, je vais donc chercher des idées. Alors, très important, hein, comme je disais tout à l'heure, le candidat doit chercher des idées, donc tirées de sa propre expérience, autant que possible. Moi, dans ce sujet, si je suis candidat, je vais prendre des exemples dans la société française qui est la mienne, mais un candidat d'un autre pays prendra des exemples qui sont tirés de sa propre expérience et de sa propre société, hein. C'est ça qui est valorisé à l'examen, c'est de prendre des expériences personnelles et on peut parler, on doit parler de son environnement, de son propre pays où on se trouve. Alors, la consigne me guide, hein, dans la recherche des idées ou m'impose de trouver certaines idées. Je dois d'abord montrer la gravité des discriminations linguistiques au travail. Alors, souvent, à l'examen, vous avez des sujets comme ça où on doit montrer qu'un problème est important. Alors, comment montrer qu'un problème est important? Ben, je peux d'abord montrer son étendue, hein, que tout le monde peut être victime, qu'il ne concerne pas seulement une petite minorité. Donc, première idée, tout le monde peut être victime. Et pour chaque idée, je vais tâcher de trouver des exemples concrets et des exemples qui vont être marquants, hein, pour mon destinataire. Alors, dans la première partie de la synthèse, il y avait un texte où on parlait de discrimination linguistique concernant le Premier ministre Jean Castex, l'ancien Premier ministre en France. Ben là, je vais prendre cet exemple, il m'intéresse. Hein, c'est un exemple qui va forcément marquer la destinataire qui est ministre du Travail pour montrer que, vous voyez, le chef de son gouvernement est victime. Ensuite, pour montrer l'étendue d'un problème, je vais montrer que ces discriminations peuvent être très variées, hein, prendre des formes très différentes. Donc, par exemple, un accent régional, accent du Sud qui ne fait pas sérieux, ou un accent d'une personne qui vient des quartiers populaires. Pour montrer l'étendue d'un problème, je vais aussi, par exemple, chercher des conséquences de ce problème. Alors, des conséquences sur la carrière notamment, et aussi des conséquences sur l'embauche pour trouver du travail. Et là, bon, je suis le président d'une association, donc je peux... alors, à l'examen, j'ai tout à fait le droit d'inventer des exemples, hein, pourvu qu'ils soient pertinents. Alors là, je vais, en tant que président d'une association, imaginer que j'ai eu des témoignages précis de personnes qui ne trouvent pas de poste à cause de leur accent qui est trop fort ou qui n'arrivent pas à trouver des meilleurs postes. Voilà. Donc, trouver des idées qui seront pertinentes pour mon destinataire et trouver des exemples concrets. Ensuite, on me demande de proposer des mesures. Alors là aussi, je tiens compte de mon destinataire et j'essaye de trouver des idées qui soient cohérentes, qui soient pertinentes. C'est une simulation, mais je ne vais pas faire non plus n'importe quoi, hein. J'essaye de trouver des idées qui sont pertinentes. Donc, par exemple, je vais proposer de lancer une enquête sur ce problème parce que, il n'est pas encore très bien connu. Je peux aussi proposer d'envoyer une circulaire pour rappeler la loi, etc. Alors, une circulaire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une lettre qu'on fait avec beaucoup de copies qu'on va envoyer comme ça dans différentes entreprises ou dans différents organismes. Donc voilà, hein, quelques exemples de mesures concrètes. Et comme j'écris à la ministre du Travail, je peux aussi lui rappeler qu'une loi existe déjà, hein, que les discriminations
sont déjà sanctionnés. Donc, voilà des exemples d'idées. Cette recherche d'idées, naturellement, je dois la faire le plus rapidement possible. Bien. Une fois que j'ai mes idées, je vais préparer un plan détaillé. Alors, un petit rappel sur les textes argumentatifs. Un texte argumentatif donc, doit comprendre une intro, un développement et une conclusion qui soient bien adaptés au type de texte. Donc ici, c'est en l'occurrence la lettre formelle. Je dois essayer de faire des parties assez équilibrées, hein, de bien organiser mes idées. Très important, je dois bien développer chaque argument, hein, chaque idée que j'ai trouvée, je dois la développer, hein, la justifier, l'expliquer et l'illustrer par des exemples. Un autre point important, ça va être d'organiser logiquement la progression de mon texte en fonction de l'objectif. On vient de voir, hein, dans mon sujet là, que je dois inciter mon destinataire à l'action. Donc, je vais essayer d'organiser mon texte pour amener progressivement cet appel à l'action qui est le but de ma lettre. Avant de passer au plan détaillé, je vais quand même réfléchir au plan général, hein, avant. Par exemple, dans l'introduction, qu'est-ce que je vais mettre? C'est une lettre, donc déjà, je vais me présenter, et puis je vais exposer le motif de la lettre. Et puis, bah, je vais, dès l'introduction, insister sur la gravité du problème. Prendre tout de suite un exemple marquant, hein, qui va convaincre le destinataire. Ensuite, je vais faire une partie sur les conséquences et puis une partie sur les mesures, hein. C'est un petit peu un déroulement naturel, hein, qui est proposé par la consigne. Et dans la conclusion, j'appellerai à l'action et je n'oublie pas, donc dans une lettre formelle, je dois terminer par des formules de salutation qui sont des formules standards, hein, à connaître par cœur, hein. Alors, voici par exemple le plan détaillé de la première partie. Donc, je ne vais pas tout lire, hein, mais je vais juste montrer les points importants au niveau de la méthodologie. Alors, vous voyez déjà donc que chaque idée principale, hein, les deux points ici que j'ai, c'est les obstacles à l'embauche et les obstacles à l'épanouissement professionnel. Hein. Pour chaque point principal, je vais avoir des points secondaires, hein, et que je vais essayer de développer au maximum. Donc, je vais essayer de bien classer tout ça. Et alors, par exemple, moi j'ai pensé, il m'a semblé intéressant de prendre un ordre chronologique, c'est-à-dire de classer les conséquences, d'abord sur la recherche d'emploi, hein, c'est-à-dire avant de trouver, d'avoir un emploi. Et puis ensuite, vous avez aussi des conséquences sur l'épanouissement dans la carrière pendant que vous avez un emploi. Donc, ça m'a semblé intéressant de classer comme ça une espèce de avant, hein, de trouver un travail, mais après avoir trouvé un travail, hein, il y avait un déroulement chronologique comme ça qui était assez logique. Et puis, une autre manière d'organiser, hein, par exemple, dans le deuxième point ici, vous voyez que les conséquences sur l'épanouissement, c'est que les personnes ont du mal à avancer dans leur carrière, hein, à avoir des meilleurs postes, mais il y a aussi des problèmes de souffrance au travail. Les souffrances au travail, ça me semble plus important. Donc, au niveau des stratégies d'argumentation, je vais plutôt garder ce point à la fin, hein, parce qu'il me semble plus marquant et plus fort. Donc, le meilleur pour la fin. Dans ma deuxième partie, donc, je dois proposer des mesures. Et là aussi, j'essaye de trouver un ordre logique à mes idées. Alors, comme j'ai deux points où propose d'appliquer la loi existante, et puis dans un deuxième point, j'ai des mesures nouvelles que je propose, alors là aussi, il m'a semblé logique, hein, naturellement, de commencer par rappeler la loi existante et qu'il faut la faire appliquer. Et vous voyez que j'ai une transition aussi, hein, où je mets que cette loi est difficile à appliquer, hein, comment prouver les discriminations linguistiques. Et de cette manière, ça me permet d'être plus nuancé dans mes idées et aussi ça me permet d'amener, hein, mes propositions
de mesures concrètes. Alors, naturellement, ici, je donne un exemple d'organisation des idées, mais ça peut être différent, mais ce qui est très important, c'est de toujours bien réfléchir au niveau C1, de bien organiser, de bien classer ses idées, hein. Le candidat est évalué aussi sur ce point-là. Bon. Alors, quand j'ai terminé ma phase de planification, je vais pouvoir passer à la rédaction du texte, hein. Je vais y consacrer à peu près 25 à 30 minutes. Alors, avant de rédiger, je dois me rappeler quand même certaines règles de mise en page, hein, en fonction du type de texte. Si je dois écrire un article de presse, par exemple, je ne vais pas oublier de mettre un titre, notamment. Alors, je dois écrire une lettre formelle, qu'est-ce que je dois mettre dans une lettre formelle? Alors, vous avez ici le schéma d'une lettre formelle, d'une vraie lettre dans la vraie vie, hein, j'ai envie de dire. Dans la vraie vie, vous avez ce qu'on appelle un en-tête avec les coordonnées de l'expéditeur, du destinataire, etc. Et puis, vous avez le corps de la lettre ensuite et les signatures, etc. Alors, ça, c'est dans la vraie vie. À l'examen, je déconseille absolument de mettre l'en-tête, hein, puisque l'en-tête n'est pas du tout valorisé parce que c'est trop informatif, hein. Vous avez des adresses, des noms, des téléphones, etc. Ça n'a aucun intérêt à l'examen, donc ce n'est pas du tout valorisé. Donc je ne vais pas perdre de temps avec ça. En revanche, je vais bien mettre dans mon texte ce qui permet d'identifier le type de texte, ce qui permet de bien montrer à l'examinateur que j'ai compris la consigne. Par exemple, je vais commencer ma lettre avec une formule d'appel, hein, Madame la ministre. De cette façon, je montre clairement que j'ai bien compris l'exercice, hein. Donc là, je vais uniquement mettre les éléments qui vont permettre de prouver que j'ai bien compris l'exercice et qui vont bien respecter la simulation. Donc voilà pour l'organisation générale de mon texte. Et donc je vais rédiger l'introduction. Alors que doit contenir l'introduction d'une lettre formelle? Donc, vous voyez ici la lettre d'appel en jaune, donc, Madame la ministre. Dans une introduction, je dois aussi me présenter. Alors, pas évidemment d'une façon orale comme je m'appelle Stéphane Vattier, naturellement. Je dois le faire d'une façon formelle. Ici, en fait, je dois présenter mon rôle, hein. C'est-à-dire à quel titre j'écris cette lettre, ce courrier. Et puis ensuite, je vais exposer le motif de ma lettre. Avec ici une formulation qui est très standard, hein. Je me permets d'attirer votre attention sur, etc., etc. Voilà une phrase que je conseille d'apprendre, hein, pour les candidats qui se préparent à l'examen. Et ensuite, comme je l'ai dit avant, hein, dans l'introduction, je choisis de présenter tout de suite la gravité du problème et de prendre un exemple marquant. Donc ça dépend bien entendu du sujet, mais les 3 points les plus importants, c'est la formule d'appel, donc en jaune, euh, la présentation en rouge et le motif du courrier en bleu. Ensuite, je vais rédiger le développement. Alors, là encore, je vais prendre des exemples importants, hein, pour illustrer les points que j'ai présentés au début sur les objectifs de préparation. Dans la rédaction de mon développement, je vais essayer au maximum de faire des transitions efficaces. Alors, par exemple, hein, dans l'introduction, je parle du cas de Jean Castex, hein, en disant que lui, c'est une exception parce qu'il a quand même un bon travail malgré son accent. Et là, je fais une transition donc avec ma première partie en disant ce n'est pas le cas de nombreux travailleurs discriminés, etc. Important de faire des transitions entre les parties et aussi à l'intérieur des parties. Par exemple, là, je fais une transition, hein, même embauchée, entre le premier point de mon argumentation et le deuxième. Donc, important de faire des transitions entre les parties, entre les idées, pour rendre un texte plus fluide et plus facile
à suivre. Un autre point important quand je rédige, ça va être de bien séparer en paragraphes. Alors, je vais réserver un paragraphe par idée importante, hein, par idée essentielle. Ça, c'est une règle générale. Dans ma première partie, j'ai deux points. Donc, j'ai une transition, puis ensuite le point 1 dans un paragraphe et le point 2 dans un paragraphe. Et je vais faire attention aussi à mettre un espace, hein, entre les deux parties. Ça, c'est une habitude aussi de mise en page dans une lettre formelle qui est très importante. Bien. Autre élément pour structurer mon texte, je vais utiliser des connecteurs et je vais les varier. Et je vais essayer d'utiliser des connecteurs, des articulateurs logiques assez riches, comme par ailleurs, vous avez ici non seulement, mais, etc. Donc, importance d'utiliser des connecteurs variés. J'ai expliqué dans la première partie que j'ai besoin aussi de fonctions qui sont importantes dans l'argumentation. Vous voyez ici en jaune, j'utilise des adjectifs qui servent à de formuler des jugements de valeur, hein. Vous avez l'adjectif inadmissible, par exemple, hein, qui veut dire qu'on ne peut pas accepter, hein. Vous avez typique, vous avez dramatique, hein, tolérant, etc. Donc là, j'utilise des adjectifs qui servent à formuler des jugements sur un phénomène ou sur un problème. Donc, important de travailler ça, hein, pour l'examen. Et puis, bien entendu, dans la deuxième partie, je vais utiliser des formulations assez standards, assez formelles pour proposer des solutions. Hein, au niveau C1, on ne peut pas dire je vous propose de faire ça, hein, mais il faut utiliser des phrases un peu plus complexes, comme par exemple nous suggérons ou il nous paraît urgent de faire quelque chose, etc. Donc, phrase pour formuler des propositions. Alors, au DALF C1, donc je disais, on doit rédiger des phrases complexes. Alors, une phrase complexe, déjà, c'est une phrase assez longue, hein. Vous voyez que j'essaye de faire des phrases assez longues avec ce qu'on appelle des incises, avec plusieurs propositions, etc., hein. Au niveau C1, on ne peut pas écrire des petites phrases avec un petit sujet, verbe, complément comme ça, hein. Dans une lettre formelle, on a l'habitude de développer et de regrouper plusieurs informations dans une seule phrase. Et important aussi de varier les formulations. Alors, vous avez par exemple en jaune une forme impersonnelle, hein, il nous semblerait. Vous avez en vert, par exemple, ce qu'on appelle une mise en relief, hein, c'est l'application qui, etc. Je peux aussi relier avec un participe présent, rappelant, et je peux aussi employer des questions, hein, pour varier aussi les formulations des phrases. Voilà quelques exemples simplement, hein, pour illustrer cette importance de varier les types de phrases dans le texte. Je dois aussi utiliser la ponctuation de manière efficace. Alors la ponctuation, elle doit être correcte, bien sûr, avec les virgules entre chaque proposition et le point à la fin d'une phrase. Et ça, c'est basique. Mais je peux aussi utiliser la ponctuation pour structurer mon texte. Alors, je vous donne juste un exemple comme ça, mais par exemple, le double point, les deux points en français, peuvent remplacer un connecteur, hein. C'est en revanche l'application qui reste problématique, deux points. Et les deux points ici signifient que je vais introduire une explication, hein. Je pourrais dire en effet, mais au lieu de mettre en effet, je peux utiliser les deux points, hein, qui aussi introduisent une explication, hein. Trop d'employeurs continuent, expliquent la première partie de la phrase. Voilà une autre manière de varier les structures des phrases. Alors, une fois que j'ai terminé la rédaction du développement, je vais donc passer à la conclusion. Alors, là encore, il y a des règles, hein, pour une lettre formelle.
Alors, nous avons vu que le but, c'était d'appeler à l'action. Donc, je vais utiliser une formule pour appeler à l'action. Hein, vous voyez ici en jaune. Nous espérons vous avoir convaincu de la nécessité d'intervenir. Bon. Phrase standard aussi, hein, typique qu'un candidat aurait intérêt à apprendre par cœur. Ce serait très pratique. Voilà. Et par contre, ce que doit contenir une lettre formelle dans tous les cas, c'est en rouge, vous voyez ici en rouge, la formule de remerciement et en bleu, la formule de salutation. Hein. Ça, ce sont des points obligatoires dans une lettre formelle et le candidat sera évalué aussi sur cette capacité à utiliser les formules adaptées à la situation et au destinataire. Bien. Alors, pour terminer sur un petit point, je voudrais faire un focus dans les descripteurs de performance qu'utilisent les correcteurs à l'examen. Hein. On dit que le candidat doit s'adapter au destinataire, mais qu'il doit aussi utiliser des phrases pour impliquer, pour faire impression, pour s'adresser directement au destinataire. C'est pourquoi dans mon texte, j'ai ajouté ce type de phrases qui permettent d'interpeller le destinataire et de l'impliquer dans mon discours. Par exemple, par des questions. Hein. Le chômage à cause d'un accent ou comment prouver une telle effraction devant un tribunal. Hein. Les questions sont des moyens d'interpeller le destinataire, bien sûr. On peut aussi utiliser des phrases qui vont insister. Hein. Nous pouvons vous assurer que. Hein. Ça, c'est un moyen aussi de faire impression sur le destinataire. Et une autre manière aussi, c'est d'employer des concessions. Bien que cela paraisse difficile à croire, ici, je fais une concession à mon destinataire. Je lui dis, mais, sans doute, peut-être vous n'allez pas croire, hein, peut-être que c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Voilà. L'expression des concessions permettent aussi d'impliquer le destinataire. Donc, voilà des techniques intéressantes à travailler aussi. Et pour terminer très rapidement, je voudrais parler très vite des anaphores grammaticales. Alors, vous pourrez trouver très vite, vous pourrez retrouver sur le blog de Commun Français des activités sur les anaphores grammaticales, des activités complètes hein, que je vous conseille de découvrir. Et juste un petit point pour terminer. Alors, on a vu que les anaphores, ça permet d'abord d'éviter les répétitions. Hein, par exemple, ici, vous avez des mesures de sensibilisation. Celle-ci nous paraît plus efficace. Celle-ci va remplacer sensibilisation, hein, va permettre de le reprendre sans le répéter. Bon, celle-ci, c'est très basique, hein, ça, on le voit avant le niveau C1. Mais pour des candidats qui ont déjà un bon niveau de français, qui savent déjà bien rédiger correctement, ça pourrait être intéressant pour aller plus loin, hein, pour se perfectionner et viser le niveau C1+, hein, de travailler sur des anaphores qui sont plus élaborés, qui sont un peu plus complexes. Vous voyez par exemple, en effet, la France est un pays où on se moque du Premier ministre simplement pour son accent. Un cas révélateur. Alors vous avez ici le mot hein, un cas. C'est une anaphore qui permet de reprendre toute la phrase précédente pour ensuite développer cet aspect-là. Ce type d'anaphore permet donc d'abord d'éviter les répétitions, bien sûr, mais surtout ça permet de relier les phrases d'une manière beaucoup plus fluide. Hein. Ça permet, au lieu d'avoir des phrases qui sont mises côte à côte sans lien vraiment apparent, ça permet ici de bien les enchaîner de façon efficace. Alors cette technique-là, hein, vous la trouvez encore dans l'autre exemple. Hein, vous avez un tel critère. Alors, critère ici, c'est-à-dire que un recruteur refuse un accent du Sud sous prétexte qu'il évoque les vacances au soleil. Tout ça, on peut le résumer, ça s'appelle un critère. Hein, c'est le critère de discrimination. Vous voyez ici qu'on utilise l'adjectif tel. Hein. Un tel critère, on pourra dire une telle proposition, une telle solution, hein, etc. Donc voilà aussi une manière d'enchaîner hein, deux phrases de façon beaucoup plus fluide et aussi de manière
beaucoup plus formelle, hein. Le premier exemple, celle-ci, est assez basique. En revanche, les deux autres exemples que je donne sont typiques de textes qui relèvent d'un registre formel qu'on peut trouver, par exemple, dans une lettre. Bien. Maintenant, dernier point, je n'oublie pas de réviser mon texte, hein. Ça, c'est l'erreur typique des candidats. Alors, il vaut mieux écrire moins, mais garder au minimum 5 minutes, hein, pour relire le texte. Alors, je vais d'abord contrôler le contenu, naturellement, c'est plus logique de commencer par le contenu. Je vais voir si je n'ai pas oublié des idées, si je n'ai pas oublié une phrase, etc. Ensuite, je vais vérifier le nombre de mots, ça, il ne faut pas oublier de le faire. Et enfin, je vais vérifier les points de grammaire. Et là, il faut vraiment passer un temps suffisant parce que ce serait vraiment dommage de perdre des points au niveau d'ALC1 simplement parce qu'on a oublié les S au pluriel, hein. Bon, ça, ce sont des choses basiques qu'il ne faut pas laisser passer au DALF C1. Voilà, bien, ben, je vous remercie de votre attention. J'en ai terminé et j'ai maintenant du temps à vous consacrer donc, pour répondre à vos questions et pour échanger sur notre expérience.